bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter les résultats d'une enquête qui est en cours autour de la question de l'intégrité scientifique en archéologie. Alors c'est une communication à plusieurs voies, évidemment, on est déjà quelques-uns ici, mais il y a aussi d'autres collègues qui ont été concernés par ce travail, qui est vraiment un work in progress. Donc l'idée c'est de vous livrer un peu un état des lieux au jour d'aujourd'hui, mais avec des perspectives d'évolution évidemment de ce travail. Donc cette enquête, elle est, on peut peut-être passer la diapo, elle a été mise en place à l'origine dans le cadre d'un projet de séminaire scientifique et technique organisé par l'INRAP autour de l'intégrité scientifique que vous aviez peut-être suivi et qui s'était déroulé à Paris en novembre 2023. Et dans ce cadre-là, donc l'équipe de Chartres Métropole, à l'initiative de Carla et de mes collègues Charlotte Hanotte et Anaïs Pined, avait proposé, en lien avec une intervention dans le cadre de ce séminaire, de réaliser une enquête auprès des archéologues de collectivités territoriales sur la question de la notion d'intégrité scientifique en archéologie et de la confrontation entre la connaissance du cadre de l'intégrité scientifique et les pratiques réelles de nos métiers. Donc un premier sondage a été réalisé auprès des collectivités territoriales entre août et octobre 2023. Les résultats de cette première enquête auxquels vous êtes, certains d'entre vous ont sans doute répondu d'ailleurs parce qu'elle avait été diffusée notamment par le biais du réseau de l'ANACT, ont été présentés lors du séminaire scientifique et technique de l'INRAP qui s'était déroulé en novembre. Et suite aux échanges qu'il y avait eu dans le cadre du séminaire scientifique et de l'intérêt qu'avaient manifesté un peu les différents intervenants sur ce projet d'enquête, il avait été décidé de l'étendre dans un premier temps en ciblant les opérateurs d'archéologie préventive, avec cette idée que INRAP, opérateurs privés, collectivités territoriales, partagent une communauté de métiers et sont confrontés au même type de problématiques, sachant qu'évidemment la question de l'intégrité scientifique se pose aussi plus largement pour le monde archéologique, mais la position des SRA soulève d'autres questions, les services régionaux de l'archéologie étant dans une position de contrôle en amont qui ne correspond pas tout à fait aux questions qui peuvent se poser pour les collègues qui interviennent sur le terrain, et le milieu universitaire ou de la recherche étant lui-même aussi confronté à d'autres sujets. Donc, dans ce cadre-là, l'INRAP a manifesté son intérêt, n'a pas encore lancé l'enquête au sein de ses équipes, mais c'est quelque chose qui est en gestation. Et on a eu par contre des échanges aussi avec des opérateurs privés, et notamment avec la FEMAP, que représente aujourd'hui Loïc, qui a diffusé l'enquête auprès de ses équipes. Je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, j'en profite d'ailleurs pour remercier l'ANACT de nous avoir invités dans cette démarche. Donc, dans le cadre de cette présentation, donc, il y aura deux angles d'approche sur la présentation des résultats. Une présentation globale des statistiques globales lorsque les résultats cumulés des entreprises et des collectivités sont concordants. Et je vais un peu spoiler la présentation, mais c'est le cas très souvent quand même. Et de façon séparée lorsque, par contre, on perçoit des divergences. Donc vous allez voir, il y a quelques sujets sur lesquels on voit apparaître des divergences. Merci. Donc, quelques mots sur la FEMAP. Donc, c'est une association professionnelle à laquelle adhèrent les personnes morales. Ce sont les entreprises qui adhèrent à cette association qui comprend pas loin d'une vingtaine d'entreprises, à la fois des opérateurs, mais aussi des entreprises spécialisées dans le domaine de la datation, dans le domaine de la formation, toute une série de ce qu'on va appeler les métiers de l'archéologie. Donc c'est à peu près un petit peu plus de 600 personnes aujourd'hui qui sont représentées au sein de la fédération, et donc qui ont été consultées dans le cadre de cette enquête, et donc 118 ont répondu. En termes de genre, donc on a un équilibre entre hommes et femmes. Alors on n'a pas aujourd'hui au sein de la fédération de chiffres affermis, mais a priori ça reflète globalement une situation d'emploi qu'il faudra finir de vérifier.
au sein du réseau. Donc il y a une grosse disparité, peut-être aussi un biais dans les résultats de la FEMAP, puisque, vous le savez, EVA est une très grande société, et donc il pèse pour beaucoup dans les résultats. Et donc, dans le cadre de cette consultation, une seule entreprise spécialisée, Arbosa, a répondu. Voilà, vous avez ici à droite une géographie des adhérents ou des bases des personnes qui travaillent dans les entreprises adhérentes à la FEMAP, mais on n'a pas fait de répartition géographique des réponses. Voilà. Je te passe la parole, Carla. Donc, du côté des collectivités, on a eu 134 réponses l'an dernier, avec une parité, là encore, assez bien respectée. Vous pouvez voir sur la carte de répartition des répondants qu'on a une très forte concentration en région centre, et notamment du service de Chartres Métropole, en raison en fait, du lieu de lancement de l'enquête. Et 2/3 des répondants étaient issus des départements, enfin des services départementaux et des EPCI. On a, en termes de postes occupés, une majorité de responsables d'opérations qui ont répondu à cette enquête, donc à 40%, et arrivent ensuite les chargés d'études à 21%. En termes de niveau d'études, on a une grande partie de diplômés de master à 66% et 30% de docteurs ou doctorants, ce qui là est une surreprésentation par rapport aux chiffres annoncés et par les collectivités et par la FEMAP. En termes d'ancienneté, on a plus de 80% des répondants qui ont plus de 6 ans d'ancienneté. Donc on a affaire à un panel d'archéologues expérimentés. Donc depuis 2020, le Code de la recherche en France définit l'intégrité scientifique. Cette intégrité se base sur 5 principes ou valeurs qui ont été mis en évidence par le Code de conduite européen de l'intégrité de la recherche. Et donc, on avait demandé au début du questionnaire aux répondants de classer ces valeurs par ordre d'importance, sachant qu'elles le sont en réalité toutes, puisqu'elles sont complémentaires. Et donc, on avait ce résultat de 67% des répondants pour qui les valeurs intrinsèques, donc d'honnêteté, de fiabilité et de responsabilité, correspondent d'abord à l'intégrité scientifique, enfin prime par rapport à l'environnement de travail, donc qui est la collaboration et le respect du cadre. L'objectif du questionnaire était d'interroger la connaissance des archéologues sur l'intégrité scientifique et sur les protocoles archéologiques. Donc, on observe qu'ils connaissent très bien les textes qui encadrent la pratique archéologique, que ce soit l'arrêté sur le rapport de 2004 ou celui de 2022. En revanche, on observe une méconnaissance généralisée des textes encadrant l'intégrité scientifique, puisqu'on a eu 84% de non. On interrogeait ensuite les répondants sur leur perception des manquements à l'intégrité scientifique. Et donc là, on observe que 3/4 d'entre eux ont été confrontés à ces situations. Et ce chiffre est proportionnel à l'ancienneté dans la profession de manière assez logique, jusqu'à atteindre 80% pour la classe d'ancienneté des plus de 20 ans. Et on observe aussi une corrélation par rapport aux postes occupés. Alors sur le graphique, il y a une petite vigilance à avoir du côté du personnel administratif et des agents techniques, puisque c'est des catégories dans lesquelles on a eu une seule réponse. Mais sinon, donc, on observe que ces manquements seraient plus faibles du côté des gestionnaires de collection et plus élevés du côté des topographes. Et ensuite, une répartition assez homogène entre responsables d'opération, chargés d'études et personnel de direction. Donc, parmi ces manquements, on cherchait à définir lesquels étaient les plus rencontrés. Donc vous avez plus de 6 types en réalité de manquements qui sont affichés en bas du graphique. Et donc parmi ceux-ci, il y en a 3 qui sont considérés par la communauté internationale de la recherche comme étant des fraudes scientifiques. Donc il s'agit de la fabrication de données, de la falsification de données et du plagiat. Les 2 premiers manquements n'ont pas de définition juridique, là où le plagiat peut faire l'objet de poursuites au pénal.
Et donc, ce graphique permet d'observer qu'on a une 60 à 75% des répondants ont globalement observé chacun de ces manquements, avec une nette baisse du côté de l'appropriation du mobilier. Donc par appropriation du mobilier, on n'entend pas trafic d'objets archéologiques, mais bien du mobilier qui serait conservé par un chercheur à son domicile, alors que ce mobilier devrait rejoindre un dépôt public. Et donc le premier manquement observé, c'est la non-conservation, destruction ou rétention de données, c'est-à-dire que ces données sont exclues du champ des données pouvant être étudiées. Et le deuxième, c'est l'omission d'auteur, défaut de citation et plagiat. Et là, pas tant pour le plagiat que l'omission d'auteur ou le défaut de citation, notamment dans les rapports de fouilles. On a interrogé ensuite les répondants sur la fréquence et les moments auxquels ils observaient ces manquements. Donc on s'aperçoit qu'ils sont présents tout au long de la carrière d'un archéologue, puisque 18% des répondants constataient ces manquements à la fois dans leur poste actuel, dans leur expérience antérieure et lors de leurs études. Donc sur cette question des circonstances, on voit une différence de 20 points entre les réponses des collectivités et des opérateurs privés, qui ne s'explique pas de manière très claire, si ce n'est peut-être une plus grande mobilité des archéologues du côté des opérateurs privés. Par contre, sur la question du moment du cycle de production des données auquel ces manquements sont observés, les réponses étaient uniformes des deux côtés, on arrive à 70% au moment du traitement des données et lors de la rédaction du rapport. Donc c'est vraiment en fait sur cette phase de post-fouille que se concentrent les enjeux de respect de l'intégrité scientifique, même si la phase de terrain, on le voit, n'est pas du tout exclue de ces questionnements. La question des ah oui, c'est bien. Oui, pardon. Donc ensuite, on interrogeait les répondants sur la question du tabou. Donc pour 47% d'entre eux, le manquement à l'intégrité scientifique est un tabou. Et là, c'était intéressant de constater qu'on avait une nette différence, on avait quand même une différence majeure entre les opérateurs privés et les collectivités, puisque chez les opérateurs privés, 40% des répondants considéraient qu'il n'existait pas de tabou autour des manquements. Donc c'est une situation qu'on peut expliquer de plusieurs manières. Tout en gardant à l'esprit qu'il y avait une surreprésentation des VA dans le lot des répondants. Donc ça peut aussi être un effet de DVA, mais il y a une autre hypothèse qui peut l'expliquer. C'est une culture différente, d'abord entre l'entreprise et la collectivité territoriale, mais également une différence d'échelle et d'organisation interne, puisque chez les opérateurs privés, il y a le comité social et économique qui permet à l'employeur et aux représentants personnels de se rencontrer régulièrement pour évoquer notamment ces sujets scientifiques, là où dans les collectivités territoriales, les services sont une part assez faible de l'ensemble des emplois de la collectivité, et donc seulement des questionnements très importants vont remonter aux comités sociaux territoriaux. Et donc en fait dans les collectivités, ces questions des tabous finalement peuvent assez rapidement ces questions de manquement peuvent assez rapidement ne pas être traitées et donc devenir des tabous. Ensuite, donc une fois que les manquements sont observés, se pose la question du signalement. Donc ces manquements sont rarement signalés. Seuls 12% d'entre eux, d'après nos répondants, l'ont été, quels que soient les opérateurs. Et cependant, on retrouve, donc, après le signalement sur la question du traitement de ces manquements, toujours cet écart qu'on avait pour les tabous entre les collectivités territoriales et les opérateurs privés, puisque du côté des opérateurs privés, le traitement systématique de ces manquements est 10 points supérieur à celui des collectivités, et l'absence de traitement est de 7 points inférieure à celle des collectivités. Et donc, si on relie ces deux questions entre elles et leurs conclusions, on peut s'apercevoir que probablement la mise en place d'espaces de dialogue peut améliorer le traitement de ces signalements en permettant en fait de libérer la parole des archéologues sur ces sujets.
Et donc 98% des situations de manquement sont réglées de manière informelle, alors ce qui correspond à la culture métier de l'archéologie, donc ce n'est pas très étonnant. Et dans un tiers d'entre elles, il y a une intervention du supérieur hiérarchique, mais qui n'est pas systématique. Donc l'objectif sur la question des manquements, ce que je voulais préciser aussi, c'est que l'objectif, c'est pas de pointer du doigt certains manquements à l'intégrité scientifique, mais bien d'entamer une réflexion collective sur ce rapport à l'intégrité scientifique, puisque l'archéologie est une part intégrante de la recherche française et que ces sujets concernent l'ensemble des acteurs de la recherche. Et donc pour éviter ces manquements, la mise en place de chartes de bonnes pratiques ou de protocoles donc, peut être une solution. Là encore, donc, 84% des répondants estiment donc, qu'une charte des bonnes pratiques en archéologie n'existe pas dans leur service ou leur entreprise. Sachant que cette réponse est assez floue, puisque pour les mêmes structures, on avait à la fois des réponses oui, non et ne sait pas. Mais par contre, l'existence de protocoles d'archéologie est sans surprise très fréquente et connue des archéologues à 77%. On interrogeait ensuite de manière assez libre les répondants sur les protocoles qui étaient en vigueur au sein de leurs services ou de leurs entreprises. Donc les protocoles qui apparaissent en premier lieu, ce sont ceux sur les documents alphanumériques et les bases de données à 44%, puis à 21% de manière égale ceux sur le mobilier et les documents graphiques. Et donc la moitié de ces protocoles qui ont été cités concernent la phase de post-fouille, donc ce qui fait écho à la réflexion de tout à l'heure sur la question de l'enjeu. Au niveau du moment où les répondants estiment avoir pris connaissance de ces protocoles, pour 83% d'entre eux, c'était dans leur pratique quotidienne, et pour seulement 29% d'entre eux au moment de l'embauche. Donc ce questionnaire s'intéressait essentiellement à la partie de production des données dans la chaîne opératoire de l'archéologie. Donc on a interrogé les répondants sur leur satisfaction quant à cette étape. Donc pour 91% d'entre eux, ils sont satisfaits de la manière dont les données sont récoltées sur le terrain. Et ensuite, on voit cette satisfaction qui diminue plus on s'approche de la rédaction du rapport, puisqu'on n'est plus qu'à 72% de oui pour la justification de la stratégie et des méthodes dans le rapport, et 61% pour la distinction entre données brutes et données interprétées. Et on interrogeait aussi à ce stade les répondants pour savoir si, en cas de doute, ils collaboraient avec leurs collègues. Et donc la réponse est oui dans 98% des cas, ce qui vient pondérer le classement des valeurs présentées en début de questionnaire, puisque la collaboration est une valeur intrinsèque à l'archéologie. Et pour terminer, on s'interrogeait sur la formation, et donc on observe qu'il y a un besoin et une forte demande de formation sur l'intégrité scientifique, puisque 52% des répondants n'est pas informés sur l'intégrité scientifique, et 83% d'entre eux souhaitent approfondir le sujet, notamment par la diffusion d'un vade-mecum, ce qui était donc l'objectif du séminaire de l'INRAP l'an dernier. Alors pour conclure, donc voici quelques pistes qu'on a pu établir à partir de cette enquête, donc sur cette question de l'intégrité scientifique, et que Carla a déjà largement évoqué, donc pour renforcer donc la fiabilité des démarches. Accroître donc la collaboration et encourager l'échange des données, de méthodologies et de résultats entre tous les acteurs de l'archéologie. Ça, c'est l'objectif étant qu'on partage tous ensemble, et c'est pour ça que nous avons ouvert cette enquête de manière très très large. Comme l'a dit Mathias en introduction, nous faisons le même métier où que nous soyons. Donc sur cette question de l'intégrité, nous pouvons largement nous rejoindre à travers en particulier, par exemple, la mise en place de livrets d'accueil. Je crois que beaucoup de collectivités et d'entreprises ont des livrets d'accueil
pour accueillir les entrants, mais très peu de ces livrets évoquent cette question de l'intégrité scientifique. Donc développer au sein même de la formation universitaire, donc là c'est un appel auprès de nos collègues enseignants, sur cette question-là, qu'on ait des choses un peu plus littérales. Une attente aussi, il ressort une attente de la part des CERA, qui sont nos garants, le garant des bonnes pratiques, hein, à travers du CST, mais il ne suffit pas d'avoir ce garant. Ce sont quand même des sujets dont nous devons nous saisir nous-mêmes avant tout. Voilà. Mais pour beaucoup de répondants, le SRA apparaît comme un garant des bonnes pratiques. Donc mettre en place un réseau de référents intégrité scientifique, on l'a vu un petit peu comme dans la communication précédente, et élargir donc la réflexion à l'ensemble des acteurs. Donc sur cette question, on peut déjà vous dire que nous allons, donc on a vu que pour l'INRAP, les choses devraient se faire un jour. Ce qui est certain, c'est qu'au sein même de la FEMAP, on a parlé d'étendre à nouveau, puisqu'on a vu qu'il y avait une trop grande place des VA et qu'il y a que certains opérateurs comme ADES, etc., ce qui avait été peu touché par le questionnaire, mais probablement pour un problème de diffusion et pas un problème de non-volonté de répondre. Et donc, on pouvait peut-être aller les chercher en plus. Ce qui est certain aussi, c'est qu'on a eu une approche auprès de la SNPA et en particulier d'Archéodonum, et François Mélan dans la salle me l'a confirmé aujourd'hui même. Nous devrions pouvoir donc étendre l'enquête auprès d'eux assez rapidement. Voilà. Merci à vous.